La période que nous vivons nous a montré qu'on peut bien se passer des cardiologues et des médecins, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cabinets sont vides. Et un webinaire comme celui-là, il y a 3 mois, forcément, on n'aurait pas parlé de la même chose, de ce qu'on va échanger aujourd'hui. Dans cette crise un peu inédite, j'ai découvert, et je pense qu'on a tous découvert au moins 2 choses. C'est l'importance de la prévention, et on peut espérer qu'il va en rester des choses pérennes après la période d'épidémie, qu'on va garder ce message comme important en termes de besoins sanitaires. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on communique à distance, et on a découvert qu'on peut aussi apporter certains soins à distance. Même, je crois, des séances de kiné. Il me semble qu'il y a pas mal de collègues kinés qui sont inscrits à la présentation. On peut même faire certainement des choses qu'on ne pouvait pas faire avant par le biais de ces outils. On ne peut pas parler de santé aujourd'hui sans parler du virus. Il envahit un peu tout notre environnement, il envahit certains de nos patients, mais aussi nos préoccupations, à tel point qu'on en oublie un petit peu le reste. En tout cas, les patients sont figés dans cette épidémie. Et donc, c'est l'occasion aussi de certainement de parler des outils qui vont nous permettre de communiquer entre nous, de se connecter entre professionnels, mais aussi avec nos patients d'une manière plus facile, pour que l'information, les données médicales circulent plus facilement et facilitent la prise de décision, en tout cas qu'il optimise le temps médical qui nous manque un petit peu. Donc, c'est l'occasion de se remettre en cause et de peut-être changer nos pratiques. Ce qui ne change pas, c'est l'ampleur du problème des maladies cardiaques. Et à mon avis, que ce soit avant, maintenant ou après l'épidémie, l'importance de ce phénomène ne va pas se démentir. Et là, je vous projette juste sur les 10 ans à venir. On sera encore soignant pendant cette période. Les maladies cardiaques dans le monde, c'est entre 2020 et 2030, c'est à peu près 200 millions de morts. Et c'est déjà un chiffre impressionnant. C'est presque une épidémie, une pandémie permanente, et qui est plus importante largement que ce qu'on vit actuellement en termes d'épidémie du coronavirus. L'autre élément qui est non négligeable et dont on ne parle pas souvent, c'est le coût des maladies cardiovasculaires. Et on estime, sur cette même période 2020-2030, au niveau mondial, le coût des maladies cardiovasculaires va dépasser les 10 000 milliards de dollars en soins et en coûts indirects, en perte de productivité. Donc, on vit ça tous les jours, donc on l'oublie un peu, et même si l'ampleur de ce phénomène dépasse largement sur le plan sanitaire, l'importance qu'on vit actuellement avec le coronavirus. La problématique qu'on avait avant l'épidémie, c'est que le patient, pour arriver vers le cardiologue, subissait un délai d'attente de plus en plus important. En France, en moyenne, en 2019, l'attente entre la prise de rendez-vous et la réalisation d'une consultation en cardiologie est de 61 jours. Et une fois qu'on a franchi ce précipice pour arriver vers je dirais, sur le palier du cabinet du cardiologue, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir après. Donc, on a très peu de visibilité sur notre parcours, et ce n'est qu'à ce moment-là que commencent véritablement les soins, alors qu'il y a une attente longue déjà avant. Ça, c'était le problème de chaque patient avant l'épidémie. Est-ce que ça le sera également après? On espère qu'on va bouger certains curseurs malgré tout. Alors, quels sont les symptômes qui préoccupent le cardiologue, ou en tout cas qui souvent amènent le patient à consulter chez le cardiologue? On va être synthétique, il y en a 3. La douleur à la poitrine, l'essoufflement et les battements anormaux du cœur, les palpitations.
Je vais mettre en parallèle ce qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus. Pourquoi j'ai changé ma présentation? Parce que finalement, il y a de plus en plus de liens et des conséquences de cette infection sur l'état cardiovasculaire des patients, qu'ils soient avec des antécédents ou sans. Et il y a certains éléments communs en termes de tableau qui font penser soit à une maladie cardiaque, soit à l'infection. Et les trois symptômes qui dominent l'infection au Covid-19, c'est l'essoufflement, la toux et la fièvre. L'essoufflement est en commun avec ce qu'on observe très souvent dans les maladies cardiovasculaires. La toux, elle, peut être aussi un symptôme de certaines maladies cardiaques. Mais en tout cas, ce qui est vrai aussi aujourd'hui, et c'est pour ça je l'ai rajouté dans ma présentation, on observe de plus en plus de douleurs à la poitrine, que ce soit pendant la phase aiguë de l'infection au coronavirus ou après, par des réactions péricardiques notamment. Donc on voit qu'il y aura un besoin de recourir à des compétences cardiologiques pour expertiser ces symptômes et vérifier qu'ils soient bien la conséquence de l'infection et pas une maladie cardiaque indépendante. L'autre point qui a été mis vraiment en avant par l'usage de certains médicaments controversés, c'est les troubles du rythme cardiaque, et les palpitations sont en lien avec ça. On sait que les formes sévères du Covid-19 peuvent donner elles-mêmes des troubles du rythme, mais l'usage de certains médicaments qu'on prescrit, et même s'ils ne sont pas encore prouvés efficaces, peuvent entraîner des troubles du rythme. Et comme je l'avais dit, la toux et la dyspnée, qui sont deux symptômes fréquents dans le Covid, sont des signes d'insuffisance cardiaque. Et pas rester focalisé uniquement sur, notamment dans la période post-épidémique, penser aussi que ces symptômes-là peuvent annoncer ou être précurseurs d'une maladie cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque. Donc, il y a quand même des points communs entre ces deux éléments. C'est pour ça que je voulais attirer votre attention là-dessus. Quand vous êtes confronté, quel que soit, qu'on soit médecin traitant ou qu'on soit autre professionnel de santé, pharmacien, kiné, quand on est confronté à un de nos patients qui tousse et qui a de l'essoufflement, pensez aussi que ça peut être autre chose que l'infection au coronavirus. Les facteurs de risque, là aussi, il y a pas mal de choses en commun. J'ai mis à gauche de l'écran les facteurs de risque les plus importants en cardiologie: le tabac, l'hypertension, le diabète, surpoids, antécédents et l'âge. Et on sait maintenant que, notamment dans les formes sévères, dans les formes qui sont à fort taux de mortalité, il y a une prévalence plus importante des hypertendus, des diabétiques et des patients en surpoids. Notamment, je crois que le risque est multiplié par 7 en cas d'obésité de se retrouver en réanimation avec un ventilateur. L'âge, évidemment, aussi. Donc, il y a des similitudes en termes de prévention du risque, côté infection grave au coronavirus, et aussi les facteurs de risque qui augmentent la prévalence des maladies cardiaques. Ce n'est pas une découverte, en fait, pour nous. Ces mêmes facteurs de risque augmentent, par exemple, la prévalence des formes sévères de la grippe. Donc, c'est valable pour toutes les infections. Donc, en faisant de la prévention sur ces éléments-là, le surpoids, le diabète, l'hypertension, on prévient non seulement la mortalité cardiovasculaire, mais aussi la probabilité d'attraper des infections sévères en cas d'épidémie notamment. Là aussi, on commence à avoir de plus en plus d'éléments, quel que soit le type d'antécédent cardiaque. On a une surmortalité liée au coronavirus, même pour un simple antécédent coronaire, sans atteinte, sans insuffisance cardiaque. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment en termes de communication,
On est régulièrement sollicité par les patients pendant cette période-là, dire voilà, moi j'ai eu ça, est-ce que je suis à risque de faire une infection grave au coronavirus? C'est pas facile d'apporter une réponse. Il faut l'apporter avec des bémols, mais dire que tout patient cardiaque est à risque majoré d'infection sévère au coronavirus, c'est plutôt vrai. Concernant les examens qu'on pratique en cardiologie et l'impact, comment on va les faire après la crise ou est-ce qu'ils sont utiles dans cette période épidémique dont on n'est pas encore sorti, malgré tout? Même si le 11 mai approche, mais il y aura toujours des infections et des expertises à faire pour des patients euh, qui sont suspects ou infectés par le coronavirus. Le- les deux examens qui vont être la base de toute expertise à visée cardiaque dans l'infection coronavirus, c'est l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque. Tout simplement, c'est difficile dans la médecine moderne d'aujourd'hui, chez quelqu'un qui est essoufflé, de ne pas expertiser et de vérifier l'état de son muscle cardiaque, d'où l'échographie. Et en raison de la probabilité des troubles du rythme ou de prescription de traitements arythmogènes, avoir un électrocardiogramme de base semble un minimum. Évidemment, la pratique de ces examens, et on en parlera peut-être après, c'est comment on va organiser nos cabinets pour être euh, un minimum en règle avec l'hygiène qui va nous être imposée logiquement dans la période de déconfinement. Le test d'effort, qui est un examen fréquent, pose un gros problème. On en prescrit beaucoup, c'est très utile. Tous les tests fonctionnels, que ce soit le test d'effort, la scintigraphie, etc. Là, il y a quand même un problème de faisabilité et les patients suspects d'infection, pour plein de raisons, ça va être compliqué de les mettre sur un vélo et les faire pédaler. Ne serait-ce que essentiellement pour des raisons d'hygiène et de protection de l'environnement et de la difficulté d'enchaîner deux examens. Et il y a eu un papier tout récent, il y a deux, 3 jours, sur le site de la Société française de cardiologie, des recommandations sur la pratique de ces tests d'effort dans la période que nous vivons et celle qui suit. Les règles imposées sont tout simplement très compliquées à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des changements d'habitude très importants. Il faut s'attendre surtout à un allongement important des délais pour ce type d'examen, si on en a besoin, mais surtout, ça va nous pousser à réfléchir à leur pertinence et à leur pertinence médicale. Donc, tout sera bouleversé. Les autres choses les autres examens posent essentiellement des problèmes d'hygiène, de désinfection et de diminution du risque de transmission entre les patients et les professionnels de santé. Donc, toutes ces pratiques-là techniques vont aussi être bouleversées dans la période où nous vivons. Donc, il va falloir en tenir compte dans notre parcours entre patients, médecins traitants et spécialistes, cardiologues, voire la structure hospitalière, tenir compte de ces changements pour poser les indications et réfléchir autrement à leur pratique. On vient aux médicaments. Et je crois que c'était un sujet, une des questions qui a été un peu suggérée par certains d'entre vous. Est-ce qu'on pourrait l'aborder? Il y a des choses qu'on commence à savoir, d'autres peut-être on n'est pas sûr. Et pendant un des traitements prescrits très souvent chez les patients, parmi les traitements hypotenseurs, sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou leurs cousins, les antagonistes du système rénine-angiotensine. Il y a à un moment donné une information comme quoi ils augmentaient le risque des infections graves. Finalement, aujourd'hui, on n'en a pas du tout la certitude. Les dernières études ne vont pas dans ce sens. Donc, la recommandation aujourd'hui, c'est de ne pas arrêter ces traitements. C'est plutôt de les continuer en cas de suspicion ou d'infection avérée,
Évidemment, c'est l'occasion de se poser la question si on les a prescrits à bon escient aussi, notamment dans l'hypertension, l'occasion de faire de la prévention en suggérant des automesures, voir si le patient est très inquiet, changer de molécule si elle est la remplacer par une autre. Mais en tout cas, les recommandations aujourd'hui ne sont pas formelles pour dire qu'il faut les arrêter. Les anti-inflammatoires sont plutôt suspects d'aggraver les infections virales. Là, pareil, on n'a pas de certitude, mais en tout cas, pour l'aspirine à dose antiagrégante, à faible dose telle qu'on l'a prescrit en cardiologie, il faut la continuer et surtout pas l'arrêter, et surtout pas arrêter non plus les autres antiagrégants s'il y a eu notamment des stents récents au niveau des coronaires ou des autres artères. Les autres médicaments, il n'y a pas de souci particulier. Il y a les bêta-bloquants qui peuvent parfois être potentialisés par la prescription de chloroquine. On en parlera juste après. Mais surtout dans l'autre sens, même si le traitement par chloroquine reste controversé et incertain en termes d'efficacité, il est quand même très prescrit. Il faut savoir qu'il a une cardiotoxicité directe, mais souvent dans un traitement au long cours. Mais il peut aussi, chez certains patients, entraîner des troubles du rythme graves, des torsades de pointe. Donc, la moindre des choses pour ces patients, c'est d'avoir au moins un électrocardiogramme, voire encore mieux, avoir une échographie de base, pas forcément récente, mais au moins savoir est-ce qu'il y a une maladie cardiaque préexistante. S'il y a une cardiopathie dilatée préexistante, la toxicité peut être plus importante. Voilà. Donc, dans l'autre sens, la prescription de ce type de médicaments nécessite parfois une expertise cardiologique. La question que je me suis posée depuis le début du confinement, c'est évidemment aujourd'hui les cabinets sont vides, on a des délais très courts. Avant, on avait des délais très longs, mais est-ce qu'après cette période particulière inédite, est-ce qu'on va retourner à ce qu'on vivait avant? Ça veut dire des délais de plus de 60 jours en moyenne pour voir un cardiologue. Il est quasiment impossible dans ces conditions de faire de la vraie prévention. Et, on peut espérer qu'on va plutôt améliorer ça. Donc, le moyen d'améliorer ça, il faut travailler en équipe et j'espère qu'on va en tirer des leçons pour partager un peu le travail entre les différents professionnels de santé si on veut faire raccourcir ces délais et prendre en charge les patients différemment. Le risque au début, c'est qu'avec les règles compliquées qu'on va imposer à nos organisations en cabinet, que ça va être plutôt difficile. Et moi, je me demande comment on va faire dans les cabinets où le médecin est seul, sans assistante, sans autres professionnels de santé, pour gérer les règles d'hygiène qu'on va imposer ou conseiller dans nos salles d'attente. Comment on va qui va renouveler le stock de gel hydroalcoolique quand il est fini dans la salle d'attente, qui va dire au patient qui n'a pas mis de masque que c'est compliqué de venir dans une salle commune et prendre le risque de transmettre une éventuelle maladie. Donc, ça va bouleverser complètement la physionomie de la médecine, de ville en tout cas, comme elle a bouleversé pendant ces semaines la médecine hospitalière. Il va falloir certainement travailler regroupé, avoir plus de personnel. Encore faut-il que les financements dont on bénéficie suivent et que notre modèle économique puisse être pérenne. En tout cas, pour la prévention, on a besoin de travailler en équipe et on a vu l'ampleur du problème au début de la présentation, de 100 millions de morts, dont la moitié sont évitables si on fait de la prévention. Donc, c'est un enjeu important. Et si on repose uniquement sur le cardiologue pour faire la prévention, on n'est pas sorti de l'auberge. Tout le monde doit s'y mettre. Tous les professionnels de santé, pharmaciens, infirmiers, kinés, parce qu'on est en contact avec les patients, on a un message à leur faire passer et surtout une alerte à déclencher en cas de choses inquiétantes. Et le médecin ne peut pas faire ce travail seul et c'est même pas très drôle de travailler seul. Et le dernier point, c'est il faut absolument faire participer le patient.
le patient doit contribuer à son parcours de soins, en être vraiment acteur et d'une manière de plus en plus présente. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est insuffisant. Et pour réussir ce défi de vaincre, voire améliorer la survie ultérieure en cas d'épidémie ou ce qu'on vit au quotidien avec les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment ce travail-là qui est nécessaire. Voilà, je vous remercie. Et j'ai voulu faire une présentation, pas forcément en creusant les éléments médicaux. Évidemment, on pourra communiquer s'il y a des questions qui reviennent. Pas à chaud comme ça, c'est toujours difficile quand on ne sait pas ce qui va être présenté. Je vois des questions sur coronavirus et troponine, par exemple. On n'en a pas parlé, effectivement. Les formes graves d'infection à coronavirus, il y a souvent une participation, une inflammation myocardique associée. Quand il y a une myocardite très sévère, souvent c'est des formes mortelles. Mais l'élévation de troponine est un facteur c'est un signe d'infection sévère et souvent grave à coronavirus. Les autres questions que je vois, bêta-bloquant, stabilité ou ajustement de dose envisageable, je crois que c'est quelque chose de permanent, d'essayer d'adapter. Le bêta-bloquant, on peut avoir des effets secondaires. En tout cas, en cas de prescription de chloroquine, d'hydroxychloroquine, il faut certainement baisser les doses de bêta-bloquant la plupart du temps, voir s'ils ne sont pas nécessaires, les arrêter, parce qu'il y a quand même un effet pro-arythmogène associé. Donc, autant essayer de ne pas les continuer si possible, sauf si l'indication est formelle. Et les signes, d'autres signes que ceux qui ont été abordés, bon, en médecine, il y a plein de choses qui apparaissent, mais il faut retenir les signes principaux. J'ai abordé surtout les signes qui sont proches du cardiovasculaire. Évidemment, je n'ai pas abordé tous les signes neurologiques, les atteintes neurologiques qui sont parfois très prolongées après l'infection, même en phase de rémission. Donc ça, comme ce n'est pas ma spécialité, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Donc, il faudra faire, Stéphanie, un webinaire sur les conséquences neurologiques de l'infection au coronavirus. Je pense qu'il y aura Mais des effectivement, insights. en plus, vous avez raison parce que c'est quelque chose qui est énormément demandé dans les sondages et du coup qu'on va proposer en juin. Là, on a contacté des médecins et des neurologues. Alors, Il y a aussi les quid oui, des anticholestérol ça. qui sont très contestés par les professeurs Even, Debré et bien d'autres. Oui, donc les statines seront toujours contestées, même s'il y a des dizaines de millions, des millions, voire des centaines de millions de patients qui en prennent. En tout cas, rien n'empêche pendant cette période-là, ma politique personnelle, après, ça, ce n'est pas une recommandation à prendre à la lettre, c'est quand le patient n'est pas convaincu par un traitement, c'est compliqué de lui poursuivre. Donc, si la contestation vient du patient, au moins pendant la période compliquée qu'on vit, on peut peut-être lui suspendre. Ça fait beaucoup de choses à gérer s'il est inquiet pour son traitement, inquiet pour les infections, inquiet parce qu'il ne travaille pas. Il y a un moment, une décision humaine à prendre et de lui enlever au moins une épine du pied. S'il n'a pas envie de prendre de statine pendant cette période-là, qu'il ne les prenne pas. Mais après, s'il a déjà eu des événements cardiovasculaires, il faudra les reprendre logiquement si on suit la recommandation. On a aussi une kinésithérapeute qui nous demande de préciser le rôle justement des kinés, à quel moment dire au patient de voir son cardiologue et que faire s'il doit attendre 61 jours. Alors, aujourd'hui, quand même, on doit respecter le parcours de soins. Si on doit conseiller quelque chose au patient, c'est d'aller voir son médecin traitant pour commencer, et c'est lui qui décidera certainement s'il y a une expertise cardiologique qui est nécessaire après. En même temps, on peut informer le patient qu'on a constaté, voilà, monsieur, vous avez l'air fatigué, vous toussez, vous êtes essoufflé. Peut-être que vous avez un problème cardiaque, je ne sais pas, parlez-en à votre médecin, mais attirer l'attention sur la possibilité d'un problème cardiaque au patient. Après, la complexité, c'est les 61 jours. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'on va inventer de nouvelles organisations
et qu'on va communiquer par d'autres outils. Alors, moi, je suis partisan quel est l'état des lieux aujourd'hui si on veut faire appel à une expertise cardiologique? Il faut prendre rendez-vous avec un cardiologue. Donc, on attend. Il y a certainement d'autres moyens de répondre à certaines questions. Et je pense que les outils numériques dont on dispose aujourd'hui doivent être mis à disposition de tous les professionnels de santé pour qu'ils puissent aussi, eux, communiquer directement entre eux. Et moi, ça ne me gêne pas de répondre à des questions d'un collègue qui est inquiet pour un patient, qui dit, tiens, voilà, ce patient, j'ai vu, est-ce que je lui dis c'est urgent ou pas urgent. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut améliorer dans la communication entre nous. Ce n'est pas l'avis de tous mes collègues, parce qu'ils disent, oh là là, si on est sollicité en permanence par à droite et à gauche, si on n'y arrive pas à le faire, c'est soit on est mal entouré, soit il n'y a pas suffisamment de personnel autour de nous, soit on est mal organisé, mais c'est un jugement facile. En tout cas, moi, je ne vois pas comment on peut travailler sans avoir des assistants et des infirmiers et d'autres professionnels de santé entre nous et réfléchir vraiment à la délégation de tâches pour justement répondre à ces préoccupations qui sont réelles. Euh, c'est toujours embêtant pour n'importe quel professionnel d'être inquiet pour un patient, de le renvoyer chez lui sans rien faire. Et il faut à un moment donné qu'on puisse apporter la réponse à ça. J'en profite du coup pour rajouter, si vous avez des problématiques comme ça, n'hésitez pas. Sur mes Reddit, vous pouvez ajouter le docteur Jamal à votre réseau et du coup le contacter directement s'il y a des questions. Il y a également une autre question sur l'indication future d'écho-cœur sur toute douleur thoracique résiduelle liée au Covid. Je crois qu'on ne va pas y échapper. Hein. La douleur thoracique, déjà, c'est un des symptômes les plus fréquents, même avant le Covid. Hein. Donc, on en faisait déjà pas mal. Dès qu'il y avait une douleur qui persistait, qui durait longtemps, qui passait par les urgences, c'était compliqué de faire autrement que de faire une échographie. Encore plus maintenant, parce qu'il y a des péricardites et savoir comment les traiter. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été appelé par une collègue généraliste, dire voilà, j'ai une patiente suspecte de Covid, on lui a fait un scanner, ça ne montre rien, mais là, un petit épanchement péricardique, qu'est-ce que j'en fais? Donc, on est obligé d'expertiser cet épanchement par l'échographie. On ne peut pas y couper. Donc, ma question au départ, à quoi sert le cardiologue? Je pense qu'il va encore servir un petit peu, mais sachant quand même que ce type d'examen peut être délégué. Hein, et un des obstacles en France, c'est que la délégation de tâches est très compliquée, alors qu'il y a beaucoup de gens compétents, non médecins, qui peuvent faire ce type d'examen. Donc ça, c'est un sujet de santé publique qui va être levé. Si on demande des échos à tous les post-Covid, eh ben, il va en falloir faire des échos. Et le délai va s'allonger, certainement. J'ai vu aussi une question, estimation de la fréquence des troubles cardiovasculaires dus au Covid. C'est surtout je n'ai pas parlé d'un point qui est important, ce sont les troubles, la maladie thromboembolique. Il y a un taux de thrombose veineuse élevé dans les formes de Covid intermédiaires ou sévères. Donc, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est les formes hospitalisées sont toujours décoagulées. Et on se pose la question pour les formes ambulatoires qui ont des antécédents cardiaques, est-ce qu'il ne faut pas les décoaguler aussi? En tout cas, la fréquence, je ne la connais pas. Les études sont de petits nombres pour le moment. Elles sont fractionnées et je pense qu'il y aura certainement des méta-analyses pour nous donner des taux précis. Il n'en reste pas moins qu'ils existent et qu'une atteinte cardiaque dans l'infection Covid est un signe de gravité. Et comment on vérifie la présence d'une atteinte cardiaque? Les symptômes, évidemment, mais pas que. La biologie, la troponine, on en a parlé tout à l'heure, le pro-BNP, mais qui peut être élevé dans toute infection aussi, paradoxalement, mais aussi les examens complémentaires, et au cœur de ça, il y a l'échographie cardiaque. Découverte d'ACFA paroxystique, Holter ECG urgent ou hospite, si tolérance limite, avec franc ONI. Déjà, pratiquer des examens comme le Holter dans cette période où il faut tout désinfecter, vérifier qu'on a laissé l'appareil suffisamment longtemps avant de le mettre au patient suivant,
Donc, il faut vraiment peser les indications. À partir du moment où il y a, là, dans ce cas particulier de la question, confirmation d'une FA paroxystique, il n'y a pas besoin de Holter. On a déjà fait le diagnostic. Le Holter, il a l'intérêt que si on veut faire le diagnostic. Et moi, dans ce cas-là, je conseillerais à mes patients, mais acheter une Apple Watch plutôt que de risquer de faire une infection. Donc, il y a d'autres moyens de faire le diagnostic de la FA paroxystique non confirmée que le Holter ECG. Mais on en fera quand même, mais il faut bien désinfecter le matériel et surtout en avoir plus pour ne pas le mettre dans la foulée aux patients suivants. Et la tolérance limite, évidemment, s'il y a une poussée d'insuffisance cardiaque, il faut plutôt recourir à une hospitalisation ou, si on peut, à un rendez-vous non programmé rapide auprès d'un cardiologue, au moins pour faire les examens de base et juger du pour et du contre d'une hospitalisation dans cette période compliquée. Aspirine, forte dose, dans la péricardite. Je crois que je n'ai pas de réponse formelle à ça. Pendant des semaines, on nous a dit qu'il ne fallait pas donner anti-inflammatoire et d'aspirine à forte dose. Ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de donner de la colchicine dans le cas de péricardite, qui, elle, semble-t-il même, aurait, selon certaines études, un effet positif sur l'infection au coronavirus, mais qui a un effet anti-inflammatoire dans la péricardite. Donc, j'aurais tendance, si dans la période, en tout cas aiguë, de donner plutôt de la colchicine. Mais quand on est à distance de l'infection, est-ce qu'on peut reprendre de l'aspirine à forte dose? Mon avis personnel est oui, mais je n'ai rien vu qui le contre-indique dans la littérature. Mais je crois qu'il doit y avoir déjà 40 000 articles sur le coronavirus, donc on n'a pas tout lu. Même pour le cœur, je n'ai pas eu le temps de faire toute la littérature pour préparer ce webinaire. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, tout ce qu'on dit aujourd'hui peut-être va bouger dans les semaines à venir selon les résultats et il va falloir suivre et continuer à se renseigner se renseigner sur les recommandations, si elles ont bougé. Et ça va être aussi une obligation de formation accélérée pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Stéphanie, que je n'ai pas identifiées? Oui, la possibilité d'AOD en relais des AVK dans les… Oula, pardon, ça a sauté. Ah bah, alors, vous la lisez ou pas? Oui, ça y est. Okay. La possibilité d'AOD en relais des AVK, donc ça c'est une sauce médicale de traitement anticoagulant en cas d'infection active avec instabilité d'INR. Moi, je crois que c'est même avant le coronavirus. S'il y a AVK avec instabilité d'INR, bah, vaut mieux passer aux anticoagulants de nouvelle génération qui ne nécessitent pas de suivi de l'INR. Voilà, donc c'est valable aussi, à mon avis, en cas d'infection. En tout cas, il n'y a pas de problème d'interaction entre les AOD, les AVK et l'infection à coronavirus, en tout cas pas connu d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. La posologie pour la colchicine aussi. La posologie pour la colchicine, eh ben, j'en prescris très peu, j'ai oublié. C'est la même posologie que dans une péricardite classique. Moi, chaque fois, avant, je prescrivais surtout de l'aspirine. Et il y a un truc qui s'appelle le Vidal, que je regarde régulièrement pour prescrire, ou en ligne sur les sites, les sites de la SFC. Il me semble qu'il y a une recommandation sur la péricardite. Voilà, et surtout penser à diminuer la dose en cas d'intolérance, hein, parce que ça peut donner des troubles digestifs. Mais je regarderai, il faut que je la retienne à la fin, cette posologie de la colchicine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence, n'hésitez pas à contacter directement le Dr Jamal sur son profil Meredith. Il y répondra. Et s'il n'y a pas d'autres questions, a priori, non. Et bien si
C'est le temps de la taper. Insuffisance rénale et Covid, des antihypertenseurs contre-indiqués en priorité. Non, pour moi, la gestion ne change pas avec ou sans Covid, en sachant que dans la période où on est une infection sévère, on a tendance à être plutôt déshydraté. Donc Guillaume dit que c'est sa dernière question. Okay, c'est Non, noté. non, mais du coup, Non, au contraire, il faut posez pas les questions, hésiter. ne vous excusez surtout pas. Non, non. Insuffisance rénale et Covid. Donc, pensez, et ça c'est valable en dehors de l'infection, certains traitements, notamment en cas de déshydratation associée, peuvent aggraver l'insuffisance rénale, les IEC, les ARA2. Donc, pensez peut-être à les suspendre. Et moi, je pense que dans la période d'infection, ça ne me choque pas qu'on puisse suspendre les traitements antihypertenseurs si la tension n'est pas très sévère. Il ne faut pas rajouter des soucis autres. Évidemment, si les patients ont une hypertension très sévère, que les chiffres sont très élevés, on peut toujours reprendre le traitement. Mais s'il y a une infection au Covid, plus une insuffisance rénale, essayons de diminuer au maximum les médicaments qu'il prend, parce que là, sinon, c'est une sauce compliquée à gérer. Voilà, ça c'est mon avis. Merci Guillaume. Guillaume, n'hésitez Pour la pas si vous question. avez une autre question. Hein. On veut pas vous. Bon, a priori, non. Bon, écoutez, merci à tous. On va arrêter cette conférence ici. Vous avez un sondage à la fin, si vous voulez que le docteur Jamal aborde d'autres thématiques ou si vous voulez d'autres spécialités, n'hésitez pas à nous le signifier. Docteur Jamal, un grand merci pour la conférence. Merci Stéphanie, à toute l'équipe, parce que vous n'êtes pas toute seule à organiser tout ça. Et oui, c'est une période où c'est sympa d'échanger malgré tout. On a besoin de ce contact, mais vivement qu'on retrouve les contacts humains quand même. C'est clair. Eh bien, écoutez, belle journée à tous et à très bientôt.